Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour cette leçon consacrée aux familles sommables. On a déjà vu les séries numériques et la question qu'on peut se poser c'est si on change l'ordre des termes dans une série numérique, est-ce que cette série, mettons si elle était convergente, est-ce qu'elle va rester convergente? Est-ce qu'elle pourrait devenir divergente? Ou est-ce qu'elle pourrait rester convergente mais pas avoir la même limite? Alors on va voir ça à partir de la série harmonique alternée qui converge vers Ln de 2. Je change l'ordre en mettant un positif, deux négatifs, un positif, deux négatifs, un positif, deux négatifs. Je vous laisse vérifier, donc c'est une somme de VK, alors que j'avais une somme de UK, et je vous laisse vérifier, c'est immédiat, que V3n égale U2n, V3n plus 1 égale U4n plus 1, et V3n plus 2 égale à U4n plus 3. Donc, je suis amené à considérer cette fonction de n vers n qui l'image de n c'est 2k si n égale 3k, l'image de n c'est 4k plus 1 si n égale 3k plus 1, l'image de n c'est 4k plus 3 si n égale 3k plus 2. Alors elle est bien définie parce que chaque entier naturel n est congru à 0, à 1 ou à 2 modulo 3. Donc c'est un 3k plus 1 ou un 3k plus 2. Donc c'est parfaitement défini. Alors on va voir qu'elle est bijective parce que si je prends P appartenant à n, soit il est pair, et alors d'une seule façon il est l'image de n, il est l'image de n égale 3k, hein, parce qu'il est égal à 2k, donc dans la définition je vois bien qu'il n'y a pas le choix. S'il est impair, il est congru à 1 ou à 3 modulo 4, et bien s'il est congru à 1, P égale 4k plus 1 ne peut être que l'image de n égale 3k plus 1. Et dans l'autre cas, P est un 4k plus 3 et il peut être l'image que d'un 3k plus 2. Voilà. Donc j'ai bien à faire une bijection. Et Vn est égal à U sigma n, quel que soit n appartenant à n. Alors je vais prendre la somme partielle de ces Vk. Donc je vais faire ça. Puis je vais jusqu'à V3n. Et je les regroupe par 3 pour calculer toute cette somme. Donc je fais du V3j plus V3j plus 1 plus V3j plus 2. Qui est égal à U2J, hein, j'applique ça, hein, plus U4J plus 1, plus U4J plus 3, et puis je remplace, hein, ça me fait ça. Alors celui-là, moins celui-là, ça fait ça, et donc je me retrouve avec ça. Et donc S3K, si je remplace maintenant J par, alors c'est pas S3K, c'est S3N, si je remplace mon J successivement par 0, par 1, etc., eh bien, je vais trouver par 0, 1 demi, moins 1 quart. Par 1, je vais trouver 1 sixième, moins 1 huitième, etc., etc. Je vais arriver à 1 sur 4n moins 2, moins 1 sur 4n. Et puis, je vais avoir plus 1 sur 2n plus 1. Voilà ce que je vais avoir. Et là, eh bien, je vois que S3n, en fait, ça va être 1 demi de ça. Parce que, hein, regardez, si je divise, si je mets 1 demi en facteur, ça fait bien 1 moins 1 demi, plus 1 tiers, moins 1 quart, etc. Et les derniers, c'est 1 sur n moins 1, moins, non, 1 sur 2n moins 1, moins 1 sur 2n. D'accord? Plus et moins, d'accord. Plus 1 sur 2n plus. Ça, je l'appelle Wn, c'est les sommes que je retrouve ici. Hein, et ça va tendre vers Ln de 2. S3n plus 1, ben, il y a un terme de plus qui est V3n plus 1, et donc ça fait ça. S3n plus 2, il y a un autre terme de plus, et ça fait ça. Bon, Wn, il tend vers Ln de 2. Ce que je rajoute là, ça tend vers 0. Donc je vois que S3n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, S3n plus 1 aussi, S3n plus 2 aussi. Donc la limite de Sn en plus l'infini est égale à Ln de 2 sur 2. Ben oui, sur 2. Et donc on a divisé par moitié. La série reste convergente, mais sa somme n'est plus la même. Et de la même façon, en changeant encore l'ordre, mais cette fois-ci en mettant 2 positifs et un négatif, donc 1 plus 1 tiers moins 1 demi, plus 1 cinquième, plus 1 septième, moins 1 quart, etc. Et en regroupant par 3, donc on va avoir des termes qui sont comme ça, je vous laisse le vérifier, hein, parce que je ne vais pas passer trop de temps là-dessus,
Le WK qui est ici, hein, qui joue le rôle de celui-là, mais il a changé. Hein. Ça, quand je le calcule, ça me fait... Alors bon, si je prends le premier... non, oui, celui-là, je ne touche pas. Et puis je mets ces deux-là ensemble, ben, ça fait moins 1 sur 4K, 4K plus 1. Puis après, je mets au même dénominateur et je vois que ça fait 16K2 moins 3 sur ça. Et donc, ça va être équivalent à 16 en K temps vers plus infini, à 16K2 sur 64K cube, et donc 1 sur 4K. Et ça, c'est une série qui est divergente. Donc là, je vais obtenir une série divergente de termes positifs, donc ça tend vers plus l'infini. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que la limite est changée quand on change l'ordre des termes. La leçon va donner les conditions pour que la nature de la série ne change pas et que, si possible, la limite ne change pas non plus. Soit E, un espace vectoriel normé complet, on dit qu'une série est commutativement convergente si cette série-là est convergente quelle que soit la permutation sigma de n. Permutation, c'est une bijection de n vers n. La série somme des UN est alors convergente, puisqu'il suffit de prendre sigma égale identité. Théorème, si cette série est absolument convergente, alors elle est commutativement convergente. De plus, sa somme, hein, la somme des U sigma de n ne dépend pas de sigma. Autrement dit, c'est égal à la somme de 0 à plus l'infini des UN, quelle que soit la permutation sigma. La réciproque n'est pas toujours vraie, mais elle est vraie pour REC, elle est vraie aussi pour un espace vectoriel de dimension finie, on verra ça après. Démonstration. Donc on suppose qu'elle est absolument convergente, donc on a ça, soit Sn la somme, où sigma est une permutation de n, xn l'ensemble des sigma k, alpha n le sub des xn, donc xn est inclus dans yn égale ça. Donc Sn qui est la somme, Sn c'est la somme sur xn des normes de uk, va être inférieur ou égal à ça, inférieur ou égal à m, parce que les UK sont tous positifs et que M c'est la somme de toutes les normes des UK. Donc la suite Sn est croissante, majorée, et donc elle est convergente. Et en plus, sa somme va être inférieure, que j'appelle M alpha, est inférieure ou égale à M. Bon, ça veut dire que la série des U sigma K est absolument convergente, donc convergente puisque E est complet. Donc, on a déjà démontré que c'était commutativement convergent. Il reste à démontrer ça. Soit Vn égale U sigma n, quel que soit n. Gamma, l'inverse de sigma, c'est une permutation de n. En remplaçant Un par Vn, sigma par gamma, et en appliquant ce qu'on vient de trouver ici, on a que cette série-là converge de somme m gamma inférieure ou égale à m alpha, parce que m alpha, c'est cette somme-là, et c'est en fait la somme des VK, des normes de VK. Mais V gamma K est égal à U de sigma rond gamma K, c'est-à-dire UK, et donc j'obtiens ça, donc ça. Et comme j'ai ça, j'obtiens que M est égal à M alpha. Voilà. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que cette somme-là ne dépend pas de sigma. On a donc ça, quel que soit sigma. Considère gamma n qui est égal à ça. J'appelle delta n égale yn moins xn. Hein, je reviens à ça là. Et donc si delta n est non vide, j'ai gamma n qui est égal à ça. C'est-à-dire à ça. Et là j'applique l'inégalité triangulaire. Et là je rapplique que delta n c'est yn moins xn. D'accord? Et donc je vois que gamma n est compris entre 0 et puis ça. Inégalité qui reste vraie si delta n est égal à vide. 0 inférieur ou égal à 0, la tête à Toto. Alors maintenant, la limite de ce truc-là, c'est ça, qui est égal à m. Puisque ça, c'est égal à m, quel que soit epsilon positif, je pourrais m'en passer de cette démonstration. Xn contient 1 plus n éléments. Ah oui, alors Xn, c'est ça. Hein. C'est ça. Donc forcément, il y en a un d'eux qui est supérieur ou égal à n. Donc alpha n est supérieur ou égal à n. Et donc, quand n est supérieur ou égal à n, alpha n aussi, et donc j'ai ça. Ce qui veut dire que la limite de ça est égale à n. Ce qui était d'ailleurs évident.
Donc la limite de somme de 0 à alpha n des normes de UK moins somme de 0 à n des normes de U sigma K, bah, c'est m moins m égale 0. Donc la limite de gamma n en plus l'infini est égale à 0. Mais on a vu que ça c'est absolument convergent, donc convergent de limite L', soit L, la limite, la somme de ça, là aussi parce qu'elle est absolument convergente, j'exprime la limite, je refais la même chose que tout de suite, et comme alpha n est supérieur ou égal à n, j'en déduis aussi qu'on a ça. Donc la limite de cette somme quand n tend vers plus l'infini est aussi égale à L. Donc si je reprends la définition de gamma n, enfin, et pas aussi, est égal à L. Ça tend vers L, ça tend vers L'. Donc j'ai valeur absolue de L moins L', et gamma n tend vers 0, qui est égal à 0. Valeur absolue de L moins L' est égale à 0, donc L égale L'. Et bien, c'est terminé, parce que L, c'est ça, et puis L' c'est ça, ou l'inverse, enfin, peu importe. Et donc, j'ai bien démontré que la somme ne dépend pas de la permutation. Théorème. On a une suite UN de nombres réels. Si elle est commutativement, si la série des UN est commutativement convergente, alors la série des UN est absolument convergente. On verra que ce résultat est vrai encore si on remplace les réels par des complexes, et ça reste vrai même si on remplace les réels par des éléments d'un espace vectoriel de dimension finie. Au-delà, ça reste plus vrai. Alors que la propriété précédente qu'on avait faite, c'est-à-dire l'inverse, toute série absolument convergente est automatiquement commutativement convergente, ça c'est vrai à chaque fois qu'on a un espace vectoriel normé complet. Donc là, on suppose qu'elle est commutativement convergente, et on va supposer que ça, c'est pas réalisé, autrement dit qu'elle n'est pas absolument convergente. Si le nombre de UN supérieur à 0 était fini, à partir d'un certain rang, ils seraient tous négatifs, et donc on aurait ça. Mais comme cette série est commutativement convergente, elle est convergente, et à ce moment-là, on se retrouverait avec ça qui est convergent, donc ça qui est convergent, donc ça aussi, ce qui n'est pas possible. On fait le même raisonnement s'il y avait un nombre de UN négatif qui était fini, on aurait ça. Je vous laisse vérifier parce que c'est exactement la même chose. Donc on est assuré qu'il y a un nombre infini de UN positifs et de UN négatifs. EN, c'est important ça pour la suite. EN, l'ensemble des n tels que UN est positif, est infini. Donc il est équipotent à n, et il existe une ingestion, j'aurais pu m'en passer de ce truc-là, pour raconter qu'en fait Vn c'est le n plus unième k tel que UA et k est positif. D'accord? Et puis de même, avec les négatifs, il y a aussi une injection gamma telle que Wn et le n plus unième k tel que UK est inférieur ou égal à 0. Un plus est égal à sub de un0, est égal à un plus valeur absolue de un sur 2, c'est toujours positif. La série somme des un est divergente, parce qu'on l'a supposé divergente ici. Et la série somme des un est convergente, parce que commutativement convergente. Donc quand on additionne les deux, ça donne une divergence. D'accord? Donc en plus, comme ce sont des nombres positifs, ça veut dire que la limite est infinie. Voilà. Même chose avec les négatifs. Un- égale 1 de un0 est égal à un moins valeur absolue de un sur 2 négatif. Donc la série, celle-là est divergente, celle-là est convergente. Donc la série des un- est divergente, et comme ils sont tous négatifs, la limite est égale à moins l'infini. Si k est entre 0 et n, vk égale U sigma de k plus 1 est strictement positif. Et UK plus est égal à 0 si UK est inférieur ou égal à 0. Et UK plus est égal à UK si UK est strictement positif. Donc quand je fais la somme de 0 à sigma n des UK plus, il y a tous les UK
qui sont positifs et qui vont me donner des VK. Hein. Et puis il y a les autres qui sont inférieurs ou égales à 0 pour lesquels ça vaudra 0. Donc cette somme-là est égale à celle-là. Celles-là, elles sont égales. Donc, somme de 0 à plus l'infini des UK plus égale plus l'infini. Donc, on exprime ça en disant qu'à partir qu'il existe, que quel que soit positif, il existe un rang à partir duquel on a ce truc. Donc, on aura somme de 0 à sigma n des UK plus qui est supérieur ou égal à A, parce que sigma n est supérieur ou égal à n. Donc ça, cette série-là, elle est égale à plus cette suite-là, elle est égale à plus l'infini, enfin sa limite est égale à plus l'infini. Donc ça veut dire que somme de 0 à plus l'infini des VK est égale à plus l'infini. De la même façon, la somme de 0 à plus l'infini des WK est égale à moins l'infini. Sn égale somme de 0 à n des VK, donc et donc non majoré, puisque j'ai ça. Donc il existe n0 appartenant à n, tel que Sn0 est supérieur à moins W0. Moins W0 parce qu'il est négatif celui-là. Il est supérieur ou égal à 0. Voilà, moins W0. Et puis ensuite, je vais choisir N1 supérieur à N0, très important, tel que Sn1 est supérieur à moins W0, moins W1, plus 1 cette fois-ci. D'accord, etc., etc., je continue. À l'étape K appartenant à N, il existe N plus N indice K plus 1 appartenant à N, hein, tel que NK plus 1 supérieur à NK et SNK plus 1, hein, comme ici, est supérieur à moins W0 jusqu'à moins WNK plus 1 plus K plus 1. D'accord ? On a donc une suite NK d'entier, hein, strictement croissante, vérifiant en fait ça. D'accord ? On considère l'ordre suivant. Je mets d'abord V0, pardon, V1, c'est ça, je ne me trompe pas, ouais c'est ça. V0 c'est le premier, d'accord. V0, V1, je vais jusqu'à Vn0. W, V1 plus N0. Enfin, oui, parce que je regarde le rang. Le rang ici, c'est 0, c'est 1. Et celui-là, c'est N0. Là, je suis rendu au rang 1 plus N0. V1 plus N0. D'accord ? Voilà. De toute façon, c'est celui qui suit celui-là. Voilà. Alors, V1 plus N0, mais je suis rendu au rang 2 plus N0. J'en ai un de plus. V2, et puis là j'arrête à Vn1, d'accord, qui est au rang U1 plus N1. Ensuite j'ai W1 qui va être au rang N2 plus N1. Puis ensuite V1 plus N1 qui va être au rang 3 plus N1, etc. etc. J'arrive à Vn2 qui est au rang 1 plus N2 et W2, 2 plus N2, etc. Là, si vous voulez, K vaut 0 par rapport à ce que je vais dire après. K égale 1 et puis K égale 2, pour vous aider à comprendre. Enfin, et je continue comme ça, j'obtiens une réordination des UN, hein, et j'en oublie pas. J'en oublie pas parce que, vous voyez, V0, W, les VK, là, ils sont en nombre infini, d'accord, avec un indice croissant. Je décris à ce moment-là tous les UN positifs, et puis c'est pareil pour les WK, d'accord. L'indice est croissant, il y en a une infinité, je décris tous les UN négatifs. Donc là, j'obtiens comme ça toute la suite. D'accord ? Donc vous l'avez compris, je définis une suite U'J. En posant n-1 égale 0, et là je vous laisse regarder ça de près, c'est pas facile à raconter. U'0 est égal à 0, et pour n supérieur ou égal à 1, U'N est égal à WK si n est un K plus 1 plus NK, et Vn-K si on a cette inégalité. D'accord ? C'est-à-dire qu'on se trouve par exemple ici. Voilà. Alors, je peux toujours appeler, ça ne me sert à rien, mais enfin c'est juste histoire de se faire plaisir, que sigma, la permutation, telle que U sigma n est égale à U'N, hein, c'est une permutation, parce que j'en ai pas oublié. Et puis ça implique que la somme de, de 0 à K plus NK de U'J est égale à la somme de 0 à NK des VK
plus la somme de 0 à k des WK est supérieure à k. Donc en fait, la somme de 0 à k plus nk des u sigma de j est supérieure à k. Donc je vois que cette série-là est donc divergente, hein, parce que si elle était convergente, on ne pourrait pas avoir ça. Hein, à partir d'un certain rang, elle serait tout près de sa limite. Donc elle ne pourrait pas être supérieure à k. Et donc c'est le contraire aux hypothèses. D'accord? Parce que l'hypothèse, c'était quand même qu'elle était commutativement convergente. Et là, elle ne l'est plus. Donc ça veut dire qu'on a mal supposé. Et on avait supposé qu'elle n'était pas absolument convergente. Ben, en réalité, elle est absolument convergente. Si somme des UN est une série complexe commutativement convergente, alors elle est absolument convergente. Démonstration, considère la partie réelle, partie imaginaire, une permutation, on a évidemment ça. Comme elle est commutativement convergente, on a cette série qui est convergente, donc ces deux-là qui sont convergentes. Et donc, comme c'est des séries réelles, elles sont absolument convergentes. Donc ces deux séries-là convergent. Mais module de UN est inférieur ou égal à valeur absolue de AN plus valeur absolue de BN. Alors la somme, ça converge, non, ça converge, ça converge, donc la somme des deux aussi. Donc la somme des AN, module de AN, enfin de valeur absolue de AN plus valeur absolue de BN converge, et l'autre qui est plus petite et positive va donc converger. Donc, somme des UN est absolument convergente. Voilà, puisque somme des d'abord somme des modules est convergente, donc somme des UN est absolument convergente. E a un K, donc R ou C, espace vectoriel de dimension finie n, supérieur ou égal à 1. On sait que les normes sont équivalentes sur E, on prend une base, une suite avec les coordonnées relativement à la base, et on sait que quelle que soit la norme, la suite UK, donc là c'est K, et converge dans E si et seulement si chaque suite des coordonnées, c'est-à-dire chaque UKJ, donc là c'est K, hein, c'est une suite paramétrée par K, converge dans J, quel que soit J. Et alors, on va avoir limite de UK qui est égale à L, avec ces coordonnées-là, où LJ est la limite de chaque UKJ. Voilà. Donc, quand on passe aux séries, ben, le résultat est le même. Somme de 0 à plus infini des UK convergent, équivaut à chaque série des UKJ converge, hein, et alors la somme des UK a ça pour coordonnées, où chaque LJ est la somme de la série des UKJ, quel que soit J. Avec les mêmes hypothèses, on a aussi somme des UK commutativement convergente, implique que somme des UK est absolument convergente. En effet, comme somme des UK est commutativement convergente, on a ça qui converge quel que soit sigma, la permutation, et donc ça va être le cas pour chacune des coordonnées. Et les coordonnées, ben, c'est des séries réelles ou complexes, donc elles vont être commutativement convergentes. Donc elles sont commutativement convergentes, c'est ça que ça veut dire, et donc elles vont être absolument convergentes. Et donc ça veut dire que ça va converger quel que soit J, alors on verra J. Et je vais prendre la norme de la somme des coordonnées, c'est une norme particulière, celle qui m'intéresse pour la démonstration. Donc avec cette norme de UK est égale à somme de J égale à N des modules de UKJ. Et donc ça implique que somme de K égale à 0, K égale 0 à P des normes de UK est égale à somme de K égale 0 à P de somme de J égale à N des UKJ égale, on inverse les deux, somme de J égale à N de somme de K égale 0 à P des valeurs absolues, enfin des modules de UKJ. Et ça, ça tend, là en fait il y a n séries, et chacune tend vers AJ. Donc ça tend vers somme des AJ quand P tend vers plus l'infini. D'accord? Donc ça veut dire que ça, quand P tend vers plus infini, ça converge. Donc ça veut dire que cette série-là est convergente. D'accord? Et la convergence ne dépend pas de la norme qu'on a choisie. Donc c'est vrai avec n'importe quelle autre norme. Donc somme
de 0 à plus l'infini duk est absolument convergente, quelle que soit la norme. Et c'est ça qu'on voulait démontrer. Définition d'une famille sommable, donc généralisation de la notion de série numérique convergente. On a un espace complet, on dit qu'une famille d'éléments de est sommable s'il existe S appartenant à E, tel que quel que soit epsilon positif, il existe une partie finie J includant I, tel qu'à chaque fois que K est une partie finie de I qui contient J, on est ça. Alors S est unique, appelée somme de la famille sommable, et on a cette notation. Supposons que S n'est pas unique, on suppose donc S', vérifiant 1, donc on a une partie J finie, telle que ça, partie J' finie, telle que ça, et on va prendre K égale J union J', qui est finie et qui contient J, donc on a ça, qui contient J', donc on a ça. Et ensuite, on prend norme de S moins S', qu'on écrit comme ça, et on applique l'inégalité triangulaire, ce qui la rend inférieure à epsilon, quel que soit epsilon positif. Donc S est égal à S'. Remarque, K est fini, donc cette somme a un sens. Une autre remarque, c'est que c'est bien une généralisation de la notion de série convergente, puisque si on a ça, ça se traduit comme ça. Alors on prend I égale N, J fini égale ça, d'accord? Et quand on a... Et donc ça, dire ça, ça revient à dire que on prend K est égal à 0N qui est inclus dans N. Mais attention, une série convergente ne définit pas toujours une famille sommable, parce qu'on a bien compris que ça, dire ça, ça revient à prendre une partie K qui est systématiquement 0N. Or, ce n'est pas le cas dans famille sommable. D'accord? K n'est pas forcément de cette forme-là. Exemple de la série harmonique alternée, somme des AN. On sait qu'elle est convergente, supposons qu'elle soit sommable, et prenons epsilon égale 1. Il existe J fini, incluant N, tel que ça, d'accord? On prend N égale le sup des J, et Kn, oui c'est ça, et Kn égale J union l'ensemble des deux K, K compris entre N et N. Ça, l'intersection entre ça et ça, c'est vide, d'accord? Parce que je démarre avec l'indice de N. Donc, mais ça, c'est fini. Donc J est inclus dans Kn, est inclus dans N, donc j'ai ça. D'accord? J'ai ça, mais si je prends ça, les A de J, là, ça va être... les 2 J, c'est ceux qui sont dans ça. D'accord? Donc ça, c'est exactement la somme des AJ pour J appartenant à Kn, moins la somme des AJ pour J appartenant à grand J. D'accord? C'est-à-dire, ceux qui sont là-dedans, c'est ceux qui sont là-dedans, moins ceux qui sont là-dedans. Voilà. Donc, et ça, je peux l'écrire, je peux intercaler moins S plus S entre les deux et appliquer l'inégalité triangulaire. Donc, ça fait somme des AJ pour J appartenant à grand J, moins S. Alors, lui, il est inférieur à 1, parce que je peux toujours dire que J est inclus dans J, qu'il est fini, inclus dans I. Alors, inclus dans I, ici, le grand I, il faut bien comprendre que c'est grand N. Hein. D'accord? Et puis celui-là, je sais aussi, puisque c'est écrit là, qu'il est inférieur à 1. Donc ça va être inférieur à 2. Donc ça veut dire que ça, c'est inférieur à 2, quel que soit N, supérieur ou égal à N. Mais alors, donc ça veut dire ça. D'accord? Parce que les A de J, c'est des 1 sur 1 plus 2J. Alors ça c'est faux, parce que ça c'est équivalent à 1 sur 2J, et cette série-là est divergente. Donc celle-là est divergente. Et comme c'est une série à terme positif, la limite de ce truc-là, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini.
Et donc ça ne peut pas rester inférieur à 2. Donc on a une contradiction avec ça. Et donc ça veut dire que AN est une famille qui n'est pas sommable. Donc il y a des séries convergentes qui définissent donc des familles, mais des familles qui sont pas sommables. Deux remarques sur la définition des familles sommables. Dans la définition, on a dit J fini inclus dans I, J peut être égal à vide. Deuxième remarque, si E est égal à R ou C, la norme c'est toujours valeur absolue de X si on est dans R, module de X si on est dans C. Si E est un K, alors R ou C, espace vectoriel de dimension finie, on sait que les normes sont équivalentes sur E. Donc on va démontrer que dire que la famille AJ est sommable pour une norme N1, ça équivaut à dire que AJ est sommable pour n'importe quelle autre norme N2. Démonstration, comme toutes les normes sont équivalentes, on a une relation comme ça. Donc si AJ est sommable de somme S pour N1, il existe, j'applique la définition telle que l'on met ça. Et là je mets epsilon sur bêta. Comme ça, je vais pouvoir dire que N2 de ce truc-là, qui est inférieur ou égal à bêta N1 du même truc, va être inférieur à bêta, epsilon sur bêta égale epsilon. Ça veut dire que j'ai trouvé J fini, tel que pour K fini entre J et I, eh bien j'ai N2 de ça qui est inférieur à epsilon. Donc AJ est sommable de somme S, donc la même somme, pour N2. À l'inverse, il suffit d'échanger N2 et puis N1. Nous voyons maintenant le critère de Cauchy qui est le pendant. Alors, ce critère de Cauchy pour les familles sommables, pendant du critère de Cauchy pour les séries numériques pour les séries numériques. Une famille d'un espace vectoriel normé E qui n'est pas forcément complet vérifie le critère de Cauchy si quel que soit epsilon positif, il existe une partie J finie de I telle que pour toute partie K finie inclus dans J, telle que K inclus dans I, tel que K inter J est égal à vide, on a somme des normes de somme des AJ pour J appartenant à K inférieure à epsilon. Avec les séries, si vous voulez, on avait ça. Et donc, ça revient à prendre I égale 0n, tous les entiers entre 0 et n, et K, tous les entiers entre P et Q. Si une famille AJ d'un espace vectoriel normé E est sommable, alors elle vérifie le critère de Cauchy. E n'a pas besoin d'être complet. Démonstration, donc S, la somme de la famille, on traduit là la convergence, et on prend K vérifiant ça, c'est-à-dire ça. Et K0 égale J union K, et il est fini bien sûr, puisque K est fini, que J est fini. Et évidemment, on a J qui est inclus dans K0. Donc on va avoir ça. Là, on peut appliquer 1. De plus, on peut appliquer 1 aussi avec K est égal à J, puisque J est inclus dans J fini. Donc on a ça aussi. Ça, c'est égal à ça, puisque K est égal à K0 moins J. Et donc, ça, j'intercale le S entre les deux, j'applique l'inégalité triangulaire, c'est inférieur à epsilon. Donc, c'est bien, le critère de Cauchy est bien vérifié, parce que pour epsilon positif, j'ai été capable de trouver J tel que, à chaque fois que K est fini inclus dans I et que K inter J est égal à vide, eh bien, j'ai eu la somme des AJ pour J appartenant à K, en norme, qui est inférieure à epsilon. Si E est complet maintenant, ça c'est la réciproque et E a besoin d'être complet. Et AJ une famille vérifiant le critère de Cauchy, alors elle est sommable. Démonstration. Alors, pour n appartenant à une étoile, il existe Jn fini inclus dans I, tel que K fini inclus dans I, et K inter Jn égale vide, implique ça. Bon, ça c'est ça, avec epsilon égale 1 sur n. Alors, Kn, il existe Kn fini.
KN. Bon. Non, c'est pas ça. C'est somme. Voilà, pardon. Soit HN, hein, la réunion des JI pour I allant de 1 à N. Donc fini, puisque c'est une réunion partie finie. C'est évidemment une suite croissante. Les HN sont évidemment dans I. Et soit UN, la somme des AJ, J appartenant à HN. Montrons que cette suite-là est de Cauchy. Donc on se ramène aux suites là, on n'est plus dans les familles. Hein. Epsilon positif, n appartenant à n étoile, on choisit inférieur à epsilon sur 2 et on prend ça. Et on s'intéresse à ça. Eh bien, c'est-à-dire qu'on veut montrer qu'elle est de Cauchy. Donc c'est la somme des AJ sur HQ moins la somme des AJ sur HP, c'est donc la somme des AJ sur K, où K est égal à HQ moins HP, qui est fini, parce que HQ est fini. Si J appartient à K, J n'appartient pas à HP. Donc J n'appartient pas à HN, parce que HN est inclus dans HP, parce que grand N est parce que P est supérieur ou égal à N, et que la suite HN est croissante. HN est égal à l'union de 1 à N des J. Donc J, qui n'appartient pas à HN, ne va pas appartenir non plus à JN. Donc je vois que, et ça pour tout J appartenant à K. Donc K inter JN est égal à vide. K est fini, inclus dans I. K inter JN égale vide. Donc la somme des AJ est inférieure à 1 sur N. D'accord? Qui est donc inférieur à epsilon sur 2. Donc, si je prends ça, je vais avoir ça inférieur à epsilon. Puisque epsilon sur 2 est inférieur à epsilon. Donc UN est une suite de Cauchy dans E qui est complet, donc elle converge et elle a une limite grand S. Alors maintenant, je vais montrer que S, en fait, que la famille est sommable et que S est la somme de cette famille. Je prends un epsilon positif. Et comme j'ai une suite là qui est convergente, et il existe N appartenant à N, et j'ai le droit de choisir N suffisamment grand, je le prends supérieur à 2 sur epsilon, tel que N supérieur ou égal à N implique norme de UN moins S inférieure à epsilon sur 2. Ça, c'est la convergence, c'est ça. Et on prend J égale H grand N, tel qu'il a été défini précédemment, c'est-à-dire le H grand N, la réunion des J et les J qui ont été définis avant. Ici. Eux, ils sont indépendants de epsilon, hein, ils dépendent que de N. Donc ça, soit K fini, et J, et je prends J égale à Hn. D'accord? Et je prends K qui contient J et qui est inclus dans I. Donc je me ramène vraiment en famille sommable. Et je prends Xn égale K moins Hn, qui est fini, hein, parce que K est fini. Si J appartient à Xn, alors J n'appartient pas à Hn. Donc il n'appartient pas à Jn, puisque Hn c'est la réunion de ça. Donc Xn inter Jn est égal à vide. Donc, et Xn est fini. Donc je vais avoir ça. D'accord? Ça vient... donc je vais avoir ça. Voilà. Et ça c'est inférieur à 1 sur n, qui est inférieur à epsilon sur 2. Alors maintenant, si je fais une norme de somme des AJ sur K moins S, eh bien, je vais dire que dans K, il y a ceux qui sont dans Hn, puis il y a ceux qui sont dans Xn. D'accord? Et donc, et moins S. Alors, inégalité triangulaire. Ça, ça c'est exactement UN, moins S. Et donc, le UN moins S, je sais qu'il est inférieur à epsilon sur 2. D'accord? Parce que ça, c'est vrai pour n supérieur ou égal à n, en particulier pour grand N. Donc, ça marche. Et puis ça, je sais aussi que c'est inférieur à epsilon sur 2. Donc, le total est inférieur à epsilon. Donc, AJ est bien sommable, parce que quel que soit epsilon positif, j'étais capable de trouver J tel que dès que, fini, inclus dans I, tel que dès qu'une partie K contient J, qu'elle est finie, cette partie K, eh bien, la somme des AJ, la norme de la somme des AJ, J appartenant à K, moins S, est inférieure à epsilon. Donc, c'est bien une famille sommable de somme grand S. Linéarité, on a deux familles sommables d'éléments d'un espace vectoriel normé. Donc elles ont le même ensemble d'indices, I.
soit lambda appartenant à K, qui est donc R ou C, c'est un espace vectoriel, un K espace vectoriel. Alors, la famille lambda AJ, J appartenant à I, la famille AJ plus BJ, J appartenant à I, sont sommables, et somme des lambda AJ sur I est égale à lambda somme des AJ sur I, somme des AJ plus BJ sur I égale somme des AJ sur I plus somme des BJ sur I. Démonstration. S, S', si lambda égale 0, alors lambda AJ est égal à 0, quel que soit J, donc quel que soit epsilon positif, bon, il suffit que je prenne I0 appartenant à I, et je pose J égale le singleton I0, il est donc fini. Et si je prends K fini contenant J0 et contenu dans I, il est évident que ça fera des zéros partout, donc égal 0 inférieur à epsilon. Donc en fait cette famille-là est sommable et sa somme est égale à 0. Donc, comme lambda vaut 0, ça veut dire que ça, oui c'est égal à ça et c'est égal à ça. Si lambda est différent de 0, on exprime que la famille est sommable de somme S, donc on a ça. D'accord? Et là je prends epsilon sur lambda, puisque il est différent de 0. Et donc, en multipliant par module ou valeur absolue de lambda, suivant qu'on est dans R ou C, des deux côtés, eh bien j'obtiens ça. Et donc ça veut dire que la famille... ouais c'est ça, j'obtiens ça, donc la famille des lambda AJ est sommable de somme lambda S. Petit 3, j'ai ça et ça, donc il existe J fini et J' fini, tel que pour K fini contenant J inclus dans I, on a ça, et K fini contenant J' inclus dans I, on a ça. Donc si je prends J union J' qui est inclus dans I, il est fini. Et si je prends K fini contenant ça et contenu dans I, je vais avoir, comme J est inclus dans K et que J' est inclus dans K, je vais avoir ça et ça. Donc ensuite, ça, que je peux écrire comme ça, inégalité triangulaire, c'est inférieur à epsilon. Donc AJ plus BJ est une famille sommable. Et somme des AJ plus BJ est égale à S plus S', c'est-à-dire somme des AJ plus somme des BJ. Conséquence, si AJ et BJ sont des familles sommables de nombres réels, alors la famille de nombres complexes ZJ égale AJ plus IBJ, c'est une famille sommable, et sa somme est égale à la somme des parties réelles plus I, somme des parties imaginaires. En effet, R est inclus dans C, donc la définition de sommable, je ne fais pas appel au corps, implique que si la famille de réel est sommable, elle est sommable aussi dans C. Et donc après, il n'y a plus qu'à utiliser la linéarité qu'on a vue avant, puisque ZJ est égal à AJ plus IBJ, eh bien ça nous fait somme des ZJ égale somme des AJ plus I somme des BJ. Voilà. Et donc maintenant, j'ai une famille sommable de nombres complexes. Alors la famille des conjugués est sommable et sa somme est égale au conjugué de la somme. Démonstration, j'exprime que la famille est sommable et là-dedans je passe au conjugué, et donc ça me fait ça, parce qu'ils ont le même module, donc ça fait ça. Et ça me dit exactement que la famille des ZJ bar est sommable de somme S bar. Si ZJ est une famille sommable de nombres complexes, je considère la famille des parties réelles, celle des parties imaginaires, ce sont des familles sommables, et on a, alors 1 que je vais, d'ailleurs somme des ZJ égale somme des parties réelles plus I, somme des parties imaginaires. Il suffit de dire que AJ est égal à ZJ plus ZJ bar sur 2, donc la linéarité qu'on a vue avant, puisque ZJ bar est une famille sommable, ZJ aussi, ça c'est une famille sommable, donc AJ est une famille sommable. Idem pour BJ, d'accord? Et comme ZJ est égal à AJ plus BJ, ou AJ, BJ sont des familles réelles, eh bien on applique la propriété ici, et on a tout de suite 1. D'où le résultat.
deux propriétés assez faciles. J'ai un K espace vectoriel de dimension finie, K égale R au C avec une base, UJ une famille d'éléments de E. Alors je note UJP, c'est les coordonnées de UJ dans B. Donc P compris entre 1 et N. D'accord? Donc UJ a pour coordonnées UJ1 jusqu'à UJN. Les UJP sont des familles d'éléments de K, quel que soit P allant de 1 à N. Les normes équivalentes sont équivalentes sur E, donc je vais choisir la norme du sup. Et j'ai cette propriété, les UJ sont sommables si et seulement si, enfin la famille UJ est sommable si et seulement si les familles UJP sont sommables. Et alors, la somme de UJ a pour coordonnées les sommes des UJP. Démonstration, on suppose UJ famille sommable, et on exprime ça. S, c'est ça, d'accord? Et somme de UJ moins S a pour coordonnées ça, d'accord? Et donc ça veut dire, puisque la norme est inférieure à epsilon, ça veut dire que l'on a ça, quel que soit P. Et donc ça veut dire que les UJP, les familles UJP sont sommables de somme SP. Et donc de somme SP, ça veut bien dire que l'on a ça. Réciproquement, si epsilon positif, alors les familles sont sommables. Donc pour P entre 1 et N, il existe JP tel que l'on est ça. D'accord? Et donc, je prends J, l'union des JP, elle est finie, et je prends K entre J et I. Donc K va être entre JP et I, et donc je vais avoir ça, quel que soit P. Et donc le sup de ces trucs-là va être inférieur à epsilon. Donc ça me fait ça. Et donc je vois, et comme, oui, parce que somme des UJ dans K a pour coordonnées évidemment ça. Donc, K fini compris entre J et I, j'ai ça. Ce qui implique bien que la famille est sommable de somme ça. Et donc tout est démontré. Remarque, si AJ est une famille sommable de réels positifs, la somme est positive. Parce que sinon on serait comme ça. D'accord? Et je prends epsilon égale valeur absolue de S sur 2 égale moins S sur 2. Comme la famille est sommable, j'ai ça. Ce qui implique ça. D'accord? Et donc en faisant passer S de l'autre côté, ça implique ça, et ça veut dire que ça est strictement négatif. Ce qui est faux parce qu'ils sont tous positifs. D'accord? D'où le résultat. Soit E un espace vectoriel normé, I un ensemble fini non vide, AJ une famille d'éléments de E indexés par I. Alors, cette famille est sommable parce que c'est une famille finie en fait, de somme. Bon, là on fait la somme des éléments, c'est-à-dire on fait AJ1 plus AJ2 plus AJ jusqu'à AJ1. Bon, c'est évident, epsilon positif, on prend J égale I fini qui est inclus dans I. Et donc K entre J et I, ça implique que K est égal à I. Et donc quand je fais ça, c'est la même chose en réalité. Hein. Donc c'est ça moins ça, donc ça fait 0, inférieur à epsilon. Et donc ça me dit bien que cette famille-là est sommable et que sa somme est égale à ça, de le résultat. Si AJ est une famille sommable d'un espace vectoriel normé E, alors son support, delta, c'est l'ensemble des J appartenant à I, tel que AJ différent de 0, est vide fini ou infini dénombrable, c'est-à-dire équipotent à N. Démonstration, supposons qu'il soit une vide infini, et donc infini. On pose S, la somme des AJ sur I, quel que soit N appartenant à une étoile, il existe JN fini, tel que on est ça. Là, ça vient du fait qu'elle est sommable de somme le S. Comme Jn est fini, que I est infini, il existe un I appartenant à I moins Jn. Et Jn, je peux toujours dire que si je prends K égale Jn union I, il est bien fini entre Jn et I, et donc il va vérifier ça, parce que en fait, dans ce cas, il y a les éléments qui étaient dans... Il y a Jn et puis il y a I en plus. Donc ça fait ça la somme. Voilà. Alors, je peux appliquer ça aussi à Jn en disant que Jn est entre Jn et I, et donc je vais avoir ça. Alors du coup, le norme de AI que je peux écrire
norme de somme des AJ plus AI moins S plus S moins somme des AJ. J'applique l'inégalité triangulaire, ça va être inférieur ou égal à ça plus ça, c'est-à-dire à 2 fois 1 sur 2n, c'est-à-dire 1 sur n. Donc si I appartient à grand I moins Jn, la norme de AI est inférieure à 1 sur n, quel que soit n appartenant à n étoile. Donc si I, je peux faire ça, quel que soit n appartenant à n étoile. Si I appartient à I, norme de AI est donc norme de AI supérieure ou égale à 1 sur n implique donc que I appartient à Jn. Soit delta n, cet ensemble-là. On a donc delta n qui est inclus dans Jn, et comme Jn est fini, on en déduit que delta n est vide ou fini. Alors delta, lui, le support, qui est égal à ça, bah, évidemment c'est bien connu, hein, cette formule-là, notamment en intégration, c'est la réunion des delta n, quand n appartient à n étoile. Donc c'est une réunion dénombrable d'ensembles qui sont tous finis ou vides. Donc delta est vide ou dénombrable. Voilà. Alors si I est fini, bah, il est évident que delta égale vide ou fini. Hein. Donc voilà, la propriété est démontrée. Famille absolument sommable, eh bien, on dit qu'une famille d'éléments d'un EVN est sommable si la famille de réels positifs des normes des éléments est sommable. Eh bien, si E est un espace vectoriel normé complet, alors une famille absolument sommable est toujours sommable et la norme de sa somme est inférieure ou égale à la somme des normes. Démonstration, on exprime ici, elle est sommable, donc de Cauchy, et on exprime ici le critère de Cauchy, qui nous fait ça. Donc ça, parce que la valeur absolue est inutile. Donc, norme de somme des AJ sur K est inférieure, bah ça je le sais, c'est l'inégalité triangulaire à ça, et va être inférieure à epsilon. Donc, quel que soit epsilon positif, j'ai ça qui aboutit à ça. Donc ça veut dire que cette famille est de Cauchy, donc sommable, de somme. Alors, de somme que je vais appeler S, car E est complet. Elle est sommable parce que E est complet. Cauchy implique sommable parce que E est complet. D'accord? Voilà. Soit S' la somme des normes de AJ, puisque cette famille est sommable. Alors, elle est positive parce que les normes de AJ sont tous positifs. Et là, j'exprime que la famille est sommable. Hein, donc, il existe J1 fini tel que on est ça. D'accord? Et maintenant, comme je sais que la famille des AJ est aussi sommable, j'exprime là qu'elle est sommable. Donc, j'ai 1 puis j'ai 2. Et je vais prendre K fini entre J1 union J2 et I. D'accord? Donc il contient J1, il contient J2, donc il vérifie 1 et 2. Norme de S, c'est un... Alors le S, je peux l'écrire S moins somme des AJ sur K plus somme des AJ sur K. J'applique l'inégalité triangulaire. Celui-là est inférieur à epsilon sur 2. Et quant à celui-là, je peux dire que c'est ça moins S' plus S'. Donc je fais à nouveau l'inégalité triangulaire. Ça va être inférieur ou égal à ça plus ça. Et ça, c'est inférieur à epsilon sur 2. Donc, j'obtiens que cette norme de S est inférieure strictement, parce qu'au passage, là, il y a un strict, à epsilon plus S, module de S', c'est S', hein, parce que S' est positif, je l'ai dit. Donc, ça fait inférieur strictement à epsilon plus S', quel que soit epsilon positif. Donc, norme de S est inférieure ou égale à S', hein, d'où le résultat.